Oui, je vais sans doute recouper un certain nombre de questions posées au sujet de la gouvernance, de l'institution, un peu des échelles du développement local. Donc, je ne suis pas beaucoup intervenu dans le pays de Cœur d'Hérault, simplement je suis venu à la réunion de lancement du pays il y a désormais, je sais pas, bientôt une quinzaine d'années, donc qui était présidé par le président du Conseil général d'ailleurs, M. Vézinet. Et puis il se trouve que depuis 20 ans, je navigue dans différentes structures d'appui au développement local au niveau national. Donc ça me permet d'avoir un regard comparatif sur un certain nombre de situations. Alors, moi, je voudrais intervenir pour un peu situer les enjeux de développement, enfin, quels sont les enjeux de coopération pour un projet de développement. À mon avis, il y a trois niveaux sur lesquels il faut travailler. Il y a le grand territoire, qui correspond ici peu ou prou au pays. Il y a la métropole, et il y a de façon plus large les réseaux. Bon, compte tenu du temps, j'interviendrai plutôt sur le premier point, puis également sur le second, la métropole. Donc, le grand territoire, vous fonctionnez ici au niveau de 3 communautés de communes, au niveau d'un pays. Donc, c'est un espace de contractualisation, également un espace, on l'a souligné, de gestion des projets européens comme leader. Donc, c'est un espace de régulation des projets et de financement. C'est un espace également qui s'affirme en termes de planification spatiale. C'est le SCOT, qui est à 2 communautés, mais bon, on peut espérer que ça devienne un jour à 3. Et puis c'est un espace de mutualisation, en particulier en termes d'ingénierie, en termes d'observation, en termes d'animation. Mais cela sera démontré sans doute par Thierry Dagnès pour le pays du Cœur d'Hérault. Et donc cela se fait de façon complémentaire aux compétences de la communauté de communes, dont j'ai remarqué que ces compétences sont en augmentation, que ce soit dans le domaine des services, petite enfance notamment, et de l'environnement. Donc, on est dans un... Alors, c'est pas toujours facile à expliquer à nos concitoyens, mais on est dans un jeu où il y a la communauté de communes qui est le lieu de gestion des compétences, qui vont s'étendre, qui répondent à des besoins de vie quotidienne, et puis l'espace du pays qui est plutôt un espace de prospective, de contractualisation, de planification. Alors, vous savez qu'au cours des dernières années, les pays ont été controversés. La loi réforme des collectivités territoriales de 2010 avait gelé la création de nouveaux pays sans supprimer les pays existants, mais avec l'objectif d'élargir les communautés de communes. On s'aperçoit que cet élargissement, au travers des schémas de coopération intercommunale, est resté très faible. D'ailleurs, dans notre cas, il n'y a quasiment pas d'impact. Mais de façon générale, parce que j'ai examiné ça sur la France entière, en gros, on est passé en moyenne de 6 communautés de communes fédérées à 5. C'est-à-dire qu'il y a une communauté de communes qui a fusionné avec une autre. Mais, si vous voulez, on s'est heurté à des difficultés, enfin on peut appeler ça des difficultés, mais c'est un problème qui est tout simple, c'est qu'une communauté de communes, ça doit représenter les communes. Et que la commune reste l'échelon, la brique de base de la démocratie. Et donc, si on élargit trop les communautés de communes, on rentre dans des systèmes de représentation et de légitimité démocratique très forts qui se posent. Donc, le système trouvé, c'est plutôt la communauté de communes qui reste à une échelle raisonnable et qui ensuite se fédère avec d'autres espaces pour mener des projets de développement. Alors, le Sénat vient de reconnaître cette nécessité en introduisant un article qui s'appelle des pôles ruraux de coopération et de développement. Donc c'est tout récent. Donc ces pôles ruraux de coopération et de développement, donc ça a été adopté dans le cadre de la première loi vous savez, il y a 3 lois qui doivent structurer l'acte 3 de la décentralisation. Donc il y a une première loi qui a été adoptée par le Sénat et qui va maintenant passer en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc ces pôles ruraux qui ont été introduits par un amendement parlementaire visent en particulier à donner un second souffle au pays. Alors, c'est quoi un pôle rural? Alors, je pense que le terme de rural est un peu, à mon sens, un peu réducteur, parce qu'effectivement, il traduit la volonté d'affirmer le rural face au métropolitain, mais il peut exclure de ce fait tout le semis des petites villes et des villes moyennes. Je pense qu'en dehors, à côté des grandes métropoles et du rural, disons, au sens classique du terme, il y a
il y a un échelon intermédiaire qui est tout à fait concerné par ces pôles d'aménagement et de coopération, d'ailleurs qu'on pourrait appeler davantage de coopération et de développement. Donc, il est constitué par accord entre les établissements publics de coopération intercommunale, à fiscalité propre, donc des communautés de communes, au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, culturel et social du territoire, afin de promouvoir un modèle de développement durable, la compétitivité, l'attractivité, la cohésion. Donc, il est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes, donc c'est les syndicats mixtes de pays tels qu'ils existent actuellement, et de cette façon, d'ailleurs, par dérogation, des territoires de coopération déjà organisés en syndicats mixtes et répondant aux critères des 2 premiers alinéas, etc., peuvent, par simple décision de leur organe délibérant, se constituer en pôle rural d'aménagement et de coopération. Donc, dès que la loi aura été votée, on peut s'attendre d'ici l'automne, les pays pourront se transformer en pôle de coopération et d'aménagement. Donc, il a pour mission, ce pôle, d'élaborer un projet de territoire, en concertation avec les habitants, notamment au travers d'un conseil de développement. C'est une façon également de réactiver les conseils de développement qui avaient été malmenés par cette réforme de 2010, puisqu'on supprimait de fait quand même les pays, ou en tout cas leur légitimité, du fait, et de ce fait, l'article qui portait les conseils de développement était tombé par le même fait. Donc ce projet de territoire se décline au travers d'actions d'aménagement, de développement, de transition écologique, et en particulier le pôle pourra conduire un schéma de cohérence territoriale ou coordonner les schémas de cohérence territoriale existant sur son territoire. Et deuxième chose qu'il pourra faire, c'est conduire toute action de coordination, de mutualisation des moyens entre et pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale. Et dernier point, le pôle rural sera le niveau, le cadre de contractualisation infra-régionale et infra-départementale. Donc, c'est des structures qui sont recréées, mais qui traduisent en fait, qui redonnent une légitimité au fonctionnement du pays. Donc, je pense qu'un projet de territoire, au-delà de l'amélioration des compétences d'une communauté de communes, doit se concevoir comme vous le faites d'ailleurs, et c'est facilité par l'articulation qui est le fait que c'est le même président qui préside la communauté de communes et le pays, doit vraiment se construire dans cette logique du grand territoire. Mais ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la relation avec la métropole. Comme dirait un géographe célèbre qui travaille là-dessus, sur l'interterritorialité, la coopération interterritoriale, chaque territoire doit chercher sa métropole. C'est Martin Vanier, pour ceux qui le connaissent. Donc, j'ai remarqué qu'ici, 70% des actifs travaillent hors du territoire, donc 40% dans l'agglo de Montpellier. Donc, il faut absolument dépasser cette opposition rural-urbain et au contraire chercher le lien rural-urbain, le lien ville-campagne, parce que nos concitoyens sont à la recherche à la fois d'urbanité et de ruralité. Ça a été assez bien exposé à travers l'exposé de mon voisin Philippe Perrier-Cornet. Donc, il y a 3 niveaux, 3 axes dans cette relation avec la métropole qui me paraît important de creuser. Il y a tout ce qui est valorisation de l'agriculture de proximité, de la fonction productive, parce que, et donc aujourd'hui on développe beaucoup les circuits courts, donc il y a sans doute moyen de travailler sur cet axe-là, plus il y a toute la ressource représentée par les espaces récréatifs, et de ce fait, effectivement, le travail sur les paysages que vous envisagez est pour moi essentiel. Donc il s'agit à la fois de favoriser l'attractivité tout en combattant les fragilités qui peuvent être issues d'une attraction résidentielle plus importante. La deuxième chose, et là c'est dans le sens de la métropole vers le rural, il y a sans doute à travailler sur la diffusion d'un certain nombre de services rares qui sont concentrés dans les métropoles, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la culture. Et troisième axe, s'agissant de la relation avec la métropole, ça a été évoqué par la vice-présidente du Conseil général ce matin, il y a l'axe transport, mobilité, mode de transport alternatif. Donc voilà 3 axes qui me paraît important d'avoir au cœur d'un projet de territoire. Donc il y a le grand pays, le grand territoire, le pays, mais il y a également tout un axe important qu'il faut travailler avec l'agglomération de Montpellier d'abord, mais peut-être aussi des agglomérations voisines comme celle du Biterrois.
Et le dernier point, et ce sera mon point de clôture, je pense qu'au-delà de ça, il y a également à travailler sur les réseaux qui correspondent au marché des entreprises locales. J'ai relevé dans vos documents que ici, il y a beaucoup d'entreprises dont l'activité s'inscrit dans le cadre de marchés extra-locaux. Et c'est renforcé par l'achèvement de la liaison autoroutière, également par le bas prix du foncier économique. Donc, vous avez là toute une ressource qui sont les entreprises qui ont des marchés externes, et donc il y a certainement à travailler beaucoup plus sur les réseaux extra-locaux, parce que c'est des façons de donner du rayonnement à votre territoire et de conforter son attractivité. Donc, pour conclure, je dirais qu'un projet de territoire doit être assis sur une double dimension. La dimension du territoire de proximité, du grand territoire, du pays, parce que c'est un espace de gouvernance relativement stabilisé, avec une représentation démocratique, enfin à 2 niveaux, mais bon, qui est assez bien maîtrisée désormais par nos concitoyens. Et parallèlement à ça, des coopérations interterritoriales à géométrie variable, mais qui ne peuvent se faire que si on a un espace bien maîtrisé. Je veux dire, on ne peut pas faire des coopérations comme ça tous azimuts si on n'a pas un espace bien maîtrisé, notamment par les élus. Et dernier point, tout ça ne peut se faire que selon la façon dont vous avancez dans le projet de territoire, selon les méthodes de l'agenda 21, en recherchant le maximum d'implication citoyenne.